Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. Aujourd'hui dans Vétologie, je vous retrouve pour un épisode solo et je voudrais vous parler d'un sujet qui est pile poil à l'intersection entre l'éthologie et la médecine vétérinaire. On va parler aujourd'hui de soins coopératifs. Donc on a déjà un petit peu abordé le sujet dans l'épisode sur le contrôle de son environnement par le chien avec Margot Fortin, mais aujourd'hui, grâce à nos deux invités, on a voulu aller un petit peu plus loin encore. Et au passage, on a décidé de vous remercier pour votre fidélité avec des cadeaux, mais on va vous en dire plus dès que nos invités auront été présentés. Donc, on va se lancer pour la présentation. Bonjour Julia et Sophie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu et nous raconter quelle est l'occasion si spéciale qui vous amène aujourd'hui ? Je suis Sophie Bourdon, je suis comportementaliste canin spécialisée en accompagnement des problématiques de réactivité et je suis également instructrice en soins coopératifs, certifiée donc ISCA par Iris Castan. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathilde et Julia pour vous parler de ce sujet qui me tient très à cœur, que sont les soins coopératifs. Juste, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce que c'est cette certification que tu as ? Oui, c'est une certification qui se passe en 1 an en ligne et que l'on valide par des examens théoriques et pratiques. Et qui nous donne du coup ce statut d'instructeur en soins coopératifs animaliers. C'est la seule certification en France sur le sujet. Oui, c'est vrai que c'est important de le dire, il y a peu de certifications françaises et effectivement, du coup je savais pas qu'il y en avait qu'une, mais elle est assez technique d'ailleurs. J'avais regardé un petit peu les qualificatifs nécessaires et le déroulement de l'examen et c'est pas n'importe quoi, donc on peut le dire. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis Julia Téchenet. Je suis la fondatrice et la directrice de Danse avec ton chien. On s'est rencontrés avec Sophie autour d'un tout autre sujet que celui dont on va parler aujourd'hui. On s'est rencontrés pour les sciences de l'apprentissage et le dog dancing avec des méthodes positives et scientifiques. Vraiment sur le système de récompense et vraiment tout le cursus d'apprentissage chez le chien. En ce qui me concerne, donc, je suis ingénieure en biologie animale. J'ai validé un cursus universitaire en neurosciences et une UE en éthologie. Et ensuite, j'ai validé un diplôme d'ingénieur en élevage, environnement et santé. Donc c'est très complexe et en même temps, ça m'a permis de voir plein de milieux où il y a des animaux très différents. Et ça a été hyper intéressant de voir en fait à chaque fois la place des animaux au sein de tous ces milieux. Et puis, en ce qui me concerne, c'est ma chienne Gypsy, donc berger australien rouge merle, qui, à ses 3 ans, a eu une cataracte héréditaire. Donc, elle est devenue aveugle en 3 semaines. C'était mon chien de travail, c'était mon chien de dog dancing, mais c'était aussi ma meilleure amie. Donc, ça a été vraiment... le ciel m'est tombé sur la tête à ce moment-là. Et du coup, il a fallu lui mettre des gouttes jusqu'à 6 fois par jour dans les 2 yeux, puis la faire opérer. Et après, ça a duré pendant plusieurs mois, donc ces gouttes dans les yeux avec des convalescences très lourdes. Et vu que c'était mon chien de dog dancing de travail et ma meilleure amie, il fallait à tout prix trouver une façon de faire ça avec du fun, de la relation et du consentement. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à toucher du bout de doigt les soins coopératifs. Et j'ai aussi fait une formation en ligne avec Iris Castan, donc moi qui étais vraiment ciblée sur les chiens, que j'ai trouvé vraiment hyper cool et vraiment passionnante, et qui m'a ouvert tout un univers ensuite autour du soin coopératif et de la place du consentement dans toutes les interactions qu'on peut avoir avec les animaux, mais aussi avec les êtres humains. Et après, du coup, Sophie a passé son diplôme. Enfin, sa certification. Et donc, c'est tout naturellement que on a travaillé ensemble sur ce sujet. On a commencé à proposer des lives, puis des formations en ligne. Et ensuite, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. On a décidé de mettre par écrit un petit peu nos 2 visions des soins coopératifs. Donc, Sophie, ça va être le côté vraiment très théorique et pratique. Et puis moi, ça va être le côté un petit peu, j'ai été dans le cas de la personne qui a galéré avec son chien et qui a trouvé la solution avec les soins coopératifs. Et du coup, c'était hyper important, autant pour moi que pour Sophie, je pense, de partager ça au monde entier. Et donc, on a écrit le premier livre en France qui parle des soins coopératifs chez le chien.
Est-ce qu'on peut juste rappeler le titre du livre ? Entraîner son chien aux soins quotidiens. Super. Et donc, le plot twist de l'épisode, c'est que à la fin de cet épisode, on va vous poser une question. On tirera au sort parmi les bonnes réponses et il y aura donc 2 livres à gagner. Alors du coup, on en a un petit peu parlé, on a commencé à le détailler, mais de manière pratico-pratique, est-ce qu'on peut définir ce que c'est les soins coopératifs ? Si on prend un peu la définition concrète des soins coopératifs, c'est l'idée d'entraîner son chien à recevoir des soins, mais avec une idée de choix, de consentement dans cette approche. On va en fait créer un contexte qui va permettre au chien de nous donner son accord, mais aussi son désaccord pour réaliser un soin. On fait une différence avec le medical training. Oui. Alors elle est légère, mais on met en avant cette idée de choix, cette idée de consentement qui est bien plus présente dans les soins coopératifs que dans la généralité du medical training. Ce que j'aime bien dire, c'est que les soins coopératifs font partie des approches du medical training, mais toutes les approches du medical training ne sont pas des soins coopératifs. Oui, dans le medical training, il y a vraiment cette notion d'entraînement, si je dis pas de bêtises, alors que dans les soins coopératifs, par contre, on va rajouter la notion de consentement. C'est ça. On entraîne le chien à avoir des comportements qu'il va pouvoir utiliser pour être un peu leader des entraînements et des soins. Voilà. Bon, ça paraît peut-être évident, mais est-ce qu'on peut revenir sur l'intérêt d'utiliser les soins coopératifs ? Par rapport en tout cas à mon expérience personnelle, qu'on l'a dit un tout petit peu avant, les intérêts, c'est vraiment de respecter son chien, de pas casser la relation de confiance qu'il va y avoir entre un humain et un chien. C'est vrai que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place uniquement pour les personnes qui éduquent leur chien avec des méthodes positives, non violentes et qui sont basées sur le respect de l'animal. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose qui va être compatible avec quelqu'un qui va avoir une éducation plutôt dite coercitive, avec de la punition positive ou de la contrainte. Voilà, on est vraiment dans une interaction. Donc l'objectif, c'est vraiment de développer une relation de confiance et que des soins qui pourraient être compliqués deviennent un jeu. Et je sais que, en ce qui me concerne, Gypsy, dès que je sors le tube de gouttes pour les yeux, mais c'est pump it up, quoi. C'est vraiment, c'est comme si je sortais un tug ou un frisbee. Elle est trop contente. Et c'est de transformer en fait quelque chose qui pourrait être compliqué et plein de contraintes en quelque chose de très fun où le chien va avoir le pouvoir de rentrer dans le soin ou pas. Et d'ailleurs, je me permettrais juste de rajouter ça, c'est que j'ai des enfants en tout bas âge et j'ai mis ces pratiques-là en place avec mes enfants. Et c'est incroyable la relation qu'on développe, la relation de confiance, mais aussi la relation que mes enfants développent avec leur propre corps et le fait d'avoir le droit de choisir ou pas en fait l'interaction de l'adulte avec le corps de l'enfant. Et voilà, donc je trouve que c'est juste exceptionnel. Donc les intérêts ils sont multiples, mais tout est sur la relation, quoi. Oui, la relation et puis aussi le fardeau que ça peut représenter. Je fais écho à un épisode qu'on a fait récemment sur le sujet, d'avoir un animal malade. C'est déjà compliqué en soi, mais quand en plus on peut pas le soigner correctement parce que on voit la relation se dégrader ou juste parce que les soins sont pas faisables en fait. Enfin, moi ça m'arrive en consultation d'avoir des gens qui me disent de toute façon si un jour il est malade je ne pourrai pas le soigner. Bah c'est toujours un peu embêtant. Donc c'est sûr que d'utiliser ce type d'approche, au-delà du fait que je suis complètement d'accord, ça améliore considérablement la relation, ça allège aussi vraiment la lourdeur que ça peut représenter d'avoir un animal malade. Je pense que tu l'as vécu avec ta chienne et sa cataracte aussi. Oui, et puis c'est ça, c'est en fait une fois que l'apprentissage il est mis en place, ça va super vite. C'est-à-dire que pour mettre dans chaque œil, il me fallait à peu près 20 secondes. Et en plus, elle était contente. Donc c'était tout bénef, quoi. Oui, j'ajouterais que ça développe plein de choses. En effet, la relation avec l'humain, ça va aussi développer simplement la résilience du chien par rapport à des événements qu'il pourra vivre, qui seront peut-être un peu plus oppressants, avec un peu moins de choix, un peu moins de consentement. Ça permet vraiment aussi de développer sa confiance en lui et même aux autres humains en général. Moi, c'est vrai que j'ai l'exemple de ma berger blanc suisse qui a tendance à pas être très à l'aise avec le contact des autres. Et depuis qu'on a mis en place cette approche, elle a trouvé elle-même même parfois des méthodes, des boutons on un peu qu'elle a mis en place pour accepter du contact, et pour mieux le vivre aussi simplement. Donc voilà, je trouve que c'est important de le dire. Et aussi, ce qui est hyper important, je trouve à dire, c'est que vu qu'on soigne sans stress,
au niveau physiologique et psychologique, il y a quand même des gros incidents, que ce soit pour la guérison, la guérison va être plus rapide, la cicatrisation va être plus rapide, et le chien va être aussi plus... Il va pas y avoir cette libération de cortisol, donc forcément, ça va éviter des problèmes, ça va jouer au niveau médical en tant que tel, quoi. Oui, complètement. C'est vrai que c'est prouvé et reprouvé que l'augmentation de cortisol et le stress chronique, ça augmente la sensibilité aux maladies. Donc effectivement, si soigner c'est un stress, on peut raisonnablement penser que la cicatrisation est plus longue. Et je réfléchis peut-être un peu à voix haute, mais on peut aussi penser que la tolérance vis-à-vis, par exemple, d'une plaie, peut être aussi améliorée par l'utilisation des soins coopératifs, parce que si les soins en soi sont pas une contrainte pour l'animal, le chien va peut-être moins lécher sa plaie, par exemple. Il va peut-être mieux tolérer les soins qu'on va y faire, moins attaquer la plaie ensuite, parce qu'en fait il aura été acteur du soin. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, on parle de plaie, on parle de gouttes dans les yeux. Qu'est-ce que c'est les exercices les plus courants, ce que vous êtes amené vous à entraîner le plus souvent, et aussi on va en parler un peu, ceux qui sont détaillés dans le livre. Alors en gros, pour mettre en place des soins coopératifs, comme je disais, on va entraîner des comportements qui vont permettre au chien de nous dire s'il est OK ou s'il n'est pas OK. Ces comportements, c'est des actions de sa part, c'est un peu comme des tours entre guillemets, enfin en tout cas des comportements qu'il va faire de manière active et qui va garder le temps du soin. Pour exemple, c'est ce qu'on va appeler du coup les boutons feu vert ou les boutons on, ou enfin voilà, les positions de consentement. Ils ont plein de noms. C'est par exemple le fait que le chien se mette allongé sur le flanc ou encore qu'il vienne poser ses pattes sur un support, qu'il vienne poser son menton sur un support également. C'est plein de comportements en fait qui vont lui permettre de nous dire là vas-y, je suis prêt, fais ce que tu as à faire. Mais on va aussi lui apprendre du coup que quand il quitte cette position, ce qu'on fait s'arrête. Donc voilà, il va comprendre un peu la conséquence des choix, des comportements qu'il va réaliser dans nos actions à nous. C'est là où on est vraiment sur un côté un peu où c'est lui qui lead de l'entraînement et on n'est plus dans nous qui mettons un peu le tempo. C'est lui qui va mettre le tempo. Et on va aussi lui apprendre, alors ça c'est la particularité des soins coopératifs, on va lui apprendre un comportement alternatif qui va lui permettre de nous dire non, mais qui va être tout autant récompensé que s'il acceptait de faire le soin. Donc c'est ce qu'on appelle la porte de sortie, le fait de demander une pause. C'est un comportement qui va, pareil, faire de lui-même, qui va être récompensé et qui lui permet vraiment de sortir du soin, de faire une pause, voire de demander un arrêt de la séance s'il de se réengager sur une séance, par exemple. Oui, c'est toute la subtilité des soins coop, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de porte de sortie qui est tout autant récompensée et qui demande du coup un peu de finesse quand même dans l'éducation, je pense. C'est ça, c'est que ça demande une véritable connaissance au niveau des sciences de l'apprentissage, mais aussi ça va demander une grosse rigueur de l'entraîneur ou de l'entraîneuse, parce qu'il va falloir être capable de regarder avec subtilité la communication du chien, parce que parfois on a des chiens qui vont accepter, mais qui vont quand même communiquer via plein de signaux. On appelle ça le bouton oulala dans le livre, en fait il est en train de prendre sur lui. Et donc là c'est à l'humain en fait d'être vraiment hyper attentif à tous les signaux que le chien va pouvoir envoyer pour se dire ok, il est en train de se laisser faire, mais clairement il est en train de prendre sur lui. Donc on va lui octroyer une pause et on va lui laisser la possibilité de revenir dans les soins. Et c'est vrai que ça demande quand même une certaine pratique et une certaine connaissance du chien. Et comme je disais au tout début, il faut vraiment être déjà bien dans l'éducation sur des méthodes positives et non violentes. Oui, parce que de toute façon, un chien éduqué avec des méthodes plus coercitives, a priori, on le laisse pas vraiment s'exprimer. Donc pour lui, dire non, c'est peut-être complètement hors de sa portée, en début d'éducation en tout cas. Complètement. Et concrètement, histoire d'allécher un petit peu quand même nos éditeurs, quels soins vous proposez dans le livre ? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Alors évidemment sans livrer toutes vos techniques, mais juste nous rappeler un petit peu quels sont les soins les plus couramment faits en soins coopératifs. En fait, on a les différents entraînements avec l'environnement qui vont permettre en fait au chien de rentrer dans le soin. Et donc c'est tout. Là, on est vraiment sur l'apprentissage de l'interaction avec l'environnement et de la prise de décision du chien. Oui. Et ensuite, en fait, ce qui est hyper intéressant
moi je trouve dans les approches avec Sophie, c'est que on s'adapte en fait à chaque chien. Et qu'on a différentes positions de consentement, on appelle ça des positions de consentement, et qu'en fonction du chien, de la sensibilité du chien, pour faire tel ou tel soin, le chien va pouvoir choisir la position où il est le plus à l'aise, et l'humain aussi va pouvoir choisir la position dans laquelle l'humain ou l'humaine est le plus à l'aise. Et du coup, chaque binôme va avoir un petit peu sa façon de faire, et une fois qu'on a toute la boîte à outils, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et dans les soins les plus basiques, on va dire, il va y avoir la coupe de griffes, il va y avoir le brossage, la mise de harnais, la mise de la muselière, il va y avoir aussi le tuyau d'arrosage pour nettoyer, la douche, enfin voilà, et les soins des oreilles, des yeux, il va y avoir tout plein de soins, et en fait, ça va pouvoir être personnalisé par le binôme humain-chien. En fait, l'idée du livre, on donne un peu, on parle des soins un peu classiques du quotidien, mais on emmène les personnes à réfléchir à, en fait, comment construire par eux-mêmes leurs entraînements derrière. Oui, de toute façon, une fois qu'on a, entre guillemets, les bases, une fois que ça s'est posé, on peut penser qu'on peut aller appliquer ça à beaucoup d'autres soins pour peu que ce soit entraîné de manière appropriée. En fait, ce qui est assez génial, je trouve, c'est qu'une fois que tu as commencé l'entraînement pour un soin, par exemple, avec ton chien, c'est un petit peu comme si tu programmais ton chien. Et l'apprentissage de tous les autres soins vont être beaucoup plus rapides une fois que et l'humain et le chien, ils ont compris les règles du jeu, quoi. Et après, c'est une vraie relation qui se met en place et ça devient subtil. Au début, c'est un peu... quand on commence les soins coopératifs, au début, c'est un peu bourrinos, quoi. Hein. On fait beaucoup d'erreurs. Mais en fin de compte, le binôme, il progresse ensemble. Et à la fin, ça devient très subtil. Et on a mis sur la chaîne YouTube une conférence entière avec Sophie, où Sophie et Jaeger font des démonstrations sur scène. Et c'est juste incroyable. Moi, ça me fait frissonner tellement c'est incroyable. L'espèce de communication qu'il y a entre les deux, le respect, la bienveillance. Et vraiment, on voit que Jaeger, il y va les yeux fermés, quoi. Et alors, justement, moi, je travaille beaucoup avec les chevaux. Et je fais du clicker avec mon cheval, ce qui fait de moi une espèce d'ovni un peu bizarre. Et j'entends souvent « Ah, mais moi, les méthodes positives, ça peut pas marcher avec mon cheval, ça lui réussit pas, etc. » Donc, on va extrapoler ça, même si j'ai une petite idée de la réponse, évidemment, mais est-ce que tous les chiens sont capables de faire des soins coop, ou est-ce qu'il y a des chiens avec qui vraiment c'est pas possible ? En théorie, ça devrait pouvoir s'appliquer à tous les chiens et à tous les humains. C'est surtout ça, en fait. Ça va être surtout l'engagement que va mettre la personne dans ce chemin à prendre vers les soins coopératifs. Ça peut demander plus de temps avec certains individus, ça c'est clair, en fonction du passif avec le soin qu'on veut mettre en place, par exemple. Mais dans l'idée, en théorie, tout le monde est en capacité d'utiliser cette approche. Mais en effet... Des fois, c'est pas possible par rapport au budget temps de l'humain, on va dire, et du coup, on est obligé de trouver d'autres chemins plus proches du medical training, par exemple, mais qui sont aussi ok. Hein, c'est pas mal d'utiliser, de ne pas utiliser les soins coopératifs, pas du tout. Donc ça, faut pouvoir aussi du coup l'entendre et s'adapter pour que ça fonctionne, pour le binôme en général, enfin le binôme ensemble, pas juste le chien ou pas juste l'humain. Oui. Moi, je dirais que ça s'adapte pas à tous les contextes non plus. Par exemple, j'ai bossé 1 an dans un refuge, des chiens qui étaient en frustration et qui pouvaient pas avoir des sorties quotidiennes, qui avaient pas d'interaction avec d'autres chiens, pas d'interaction avec des humains et tout ça, voilà, qui morflaient. Quand tu veux essayer de mettre en place une relation seulement quelques minutes ou heures par semaine basée sur la confiance et le consentement, c'est un petit peu compliqué, donc il faut trouver un petit peu des choses aléatoires en fonction en plus du vécu de chaque chien, de la sensibilité de chaque chien. Enfin voilà, il faut tâtonner. Et je dirais que c'est vraiment en fonction du contexte que tu peux pas mettre en place les soins coopératifs. Mais le fait d'avoir pratiqué les soins coopératifs avec n'importe quel individu, donc que ce soit des chiens, des chats, des chevaux ou même des enfants ou des patients,
tout simplement. Des patients, quand par exemple tu vas faire passer un IRM ou des choses comme ça, tu peux mettre complètement en place des soins coopératifs. Après, quand tu sais que tu es dans des situations où le contexte s'y prête pas, tu trouves toujours des petits trucs en plus à rajouter qui font que ça va quand même désamorcer un petit peu la situation et que tu vas quand même faire pouvoir baisser la pression de l'animal. Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper important, c'est que même si tu peux pas faire un protocole hyper carré et précis pour faire du soin coopératif avec un individu à un instant T, il y a quand même, on donne quand même dans le livre ou dans tout ce qu'on transmet avec Sophie, on donne beaucoup de notions que tu peux rajouter dans ta vie du quotidien et qui vont quand même te permettre déjà d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que c'est le consentement, à quel moment parfois tu l'as pas pris en considération alors que tu aurais dû, et aussi tu peux te rendre compte que dans ta vie de tous les jours et de chaque instant, le consentement il a sa place et que tu peux lui donner de la place. Et c'est pas mal, au contraire c'est bien. Ouais. C'est ce que vous disiez au début sur le fait d'augmenter la résilience aussi. C'est une fois qu'on a commencé à faire des soins coopératifs, finalement, l'animal est de toute façon plus enclin, j'imagine, à recevoir un soin. Et donc, même si on n'a pas le protocole avec le consentement qui a bien été mis en place pour le soin qu'on veut faire à l'instant T, en fait, on a effectivement peut-être une plus grande capacité à tolérer ce nouveau soin quand même. Ouais. Tout à fait, ouais. C'est ça. Après, avec Sophie, donc on est des passionnés de dog dancing. Dans le dog dancing, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de manipuler les animaux. On n'a pas le droit de les positionner, on n'a pas le droit d'appuyer sur leurs fesses pour les faire s'asseoir ou de les tenir par le collier ou quoi que ce soit. Donc, tout est basé sur la motivation et la relation. Et en fin de compte, c'est là où vraiment les sciences de l'apprentissage et qu'est-ce qui va motiver ton chien. Enfin, c'est là où ça prend tout son sens aussi, parce qu'il y a des chiens, par exemple, qui vont pas être bouffes. Et donc, il faudra quand même que tu puisses les accompagner dans les soins coopératifs avec une récompense qui a de la valeur pour le chien. Donc, ça demande quand même de s'adapter à chaque chien. Et c'est pareil avec les chevaux, en fait. Tu as des chevaux, par exemple, qui vont pas être bouffes. Ça arrive. Personnellement, moi, j'ai une jument qui est pas bouffe, mais qui a une dermite sévère et qui est vraiment gratouille au niveau de l'encolure. Et je peux récompenser, vraiment j'ai des séances filmées qui sont hyper intéressantes, et la récompense que j'ai développée avec elle, c'est une gratouille sur un point très précis, quoi. Et vraiment c'est ça qui la motive dans la séance de medical training. Donc il faut, ça demande quand même de s'adapter à son propre animal, quoi. Ouais, ça demande de s'adapter, mais la bonne nouvelle c'est que c'est adaptable. On trouve toujours. Effet. Est-ce que vous avez une petite idée du temps moyen que prend un protocole de soins coop à être mis en place? Avec un chien qui a aucun passif, qui découvre plus dans l'idée d'améliorer son bien-être, ça peut aller très très vite. Ça dépend aussi on en revient, mais des compétences de l'humain aussi, le timing, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Je vais prendre l'exemple, moi, avec mon chien roumain, qui arrivait de Roumanie, donc tout ce qui est manipulation et tout, il connaissait pas. Et la position de consentement en 3 séances, c'était acquis. Et après les manipulations, en 2-3 séances, je pouvais déjà commencer à couper le bout des griffes, pour donner une idée. En parallèle de ça, j'ai aussi travaillé juste sur les moments gratouilles. Hop, je viens toucher la patte. Enfin, des choses un petit peu plus dans la vie de tous les jours, juste pour désacraliser ces endroits, ces parties du corps. Et puis il y a la relation aussi, évidemment, qui a joué derrière. Et évidemment, du coup, mes compétences à moi qui font que mon timing, il fait que j'arrive à capturer les moments vraiment précis. Et du coup, ça va plus vite. Mais du coup, je pense qu'une fois que l'humain a les compétences et que le chien n'a pas trop de passif avec l'environnement, avec un soin particulier, ça peut aller très très vite. Mais ça peut aussi prendre du temps s'il y a un passif sur un soin. Et en fonction du soin aussi en tant que tel, je vois la douche par exemple. Le chien s'est sensibilisé à la douche et du coup, il faut la réentraîner. Il y a tellement de critères à amener progressivement que le soin douche, il peut prendre du temps par exemple. Ouais, donc c'est aussi variable en fonction des soins et de leur complexité, Après, sans vouloir jeter des fleurs à Sophie, elle a un timing de taré. Hein. Elle s'est hyper bien récompensée. Mais ça, il faut qu'on le dise. Nous, on apprend des tricks à nos chiens. Et on les apprend avec des méthodes d'apprentissage comme le shapping, le free shapping, le back chaining, le leurre, la capture et tout ça. Donc on a une maîtrise. Il va falloir que tu définisses tout ça. En fait,
On apprend des tours à nos chiens, mais au début, quand on apprend des tours à son chien, on va plutôt être sur des méthodes leurrées, où le chien, en fait, il va pas trop réfléchir, il va suivre la friandise bêtement. Et puis quand on commence en tant qu'humain à s'améliorer un petit peu en compétence de renforcer le chien au bon moment et tout, on se lance un petit peu dans le clicker. Et avec le clicker, on peut faire du shapping, du free shapping, du shapping ciblé. Donc le shapping, en fait, ça s'appelle le façonnage. Je vous conseille le livre de Karen Prior, Don't Shoot the Dog, qui est hyper bien vulgarisé pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ça montre aussi qu'on peut l'utiliser aussi chez les humains. C'est un peu le jeu du chaud-froid où on va cliquer des propositions du chien quand ça va aller vers un comportement désiré qu'on a envie de voir ou un mouvement, ou qui propose un mouvement qu'on trouve super cool et qu'on a envie de mettre sous signal. Et on va juste rester sur ces termes-là. La capture, c'est le chien qui propose un truc à un instant précis. On va le récompenser pour l'inciter à reproduire cette chose-là. Et en fait, on utilise aussi des signaux vocaux, et on utilise aussi les autocontrôles. Et les autocontrôles, déjà, c'est la base des méthodes positives, où on met pas le chien sous contrôle de l'humain. Donc ça veut dire qu'on lui dit pas non, tu restes, tu t'assois, tu es sage, tu te tais, voilà. Et on va plutôt laisser le chien proposer. Les bons comportements seront toujours renforcés, comme le calme, le chien qui va se maîtriser, qui va attendre que la porte soit ouverte et qu'on lui dise OK pour qu'il y aille. Enfin voilà, il y a plein, les autocontrôles, c'est un peu la base. Mais du coup, tout ça, c'est un socle de communication entre l'animal et l'humain qui est assez indispensable pour pouvoir après se lancer donc dans les soins coopératifs. Et quand Sophie, elle dit un petit peu dans la vie de tous les jours, mais c'est ça en fait, c'est que c'est pas juste on fait une séance de soins coopératifs de 19h45 à 19h50 le lundi soir, c'est que dans la vie de tous les jours, déjà, on encourage le chien quand il a des bons comportements, quand il arrive à avoir des beaux autocontrôles, quand il est calme, quand il est détendu, quand il propose des choses super chouettes. Et donc, on est déjà dans ce renforcement et dans cette communication et dans cet épanouissement. En fait, on permet au chien de s'épanouir, d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en l'humain, d'être force de proposition. Oui, c'est un état d'esprit. C'est ça. Est-ce qu'il y a des contre-indications aux soins coopératifs ? Est-ce qu'il y a des cas où vous dites non, là je ferai pas de soins coopératifs, j'en sais rien, c'est dangereux, ça risque d'augmenter les comportements indésirables ? Alors, il peut y avoir des contre-indications, par exemple, pour l'utilisation de solutions de pansement. Je pense à ça là en premier parce que c'est le premier qui me vient. Donc, les solutions de pansement, c'est l'idée d'utiliser quelque chose de la nourriture comme signal feu vert. En gros, c'est le chien lèche son tapis de léchage, il est OK pour qu'on le soigne. Alors, avec, il n'y a pas que il lèche, parce que si le chien lèche et fait le tour du tapis de léchage pendant qu'on le court après, ça marche, c'est qu'on n'est pas dans des soins coopératifs. Mais le chien, voilà, si la solution pour c'est cette idée-là, le chien lèche, il est détendu, on peut faire les manipulations, il arrête de lécher. On arrête ce qu'on est en train de faire, c'est un peu sur ce principe-là. Donc ça peut être une contre-indication si le chien fait de la protection de ressources, par exemple. Donc il y a plusieurs gens à travailler qui est de mettre ça en place à ce moment-là. Après, je dirais que c'est la contre-indication, c'est par rapport plus un peu toujours est-ce que l'humain est prêt à s'investir. C'est surtout ça. Si aussi les positions, il peut y avoir des positions qui peuvent être délétères pour le chien. Un chien pour qui la station debout est compliquée, on va pas lui demander de se tenir debout, deux pattes sur un support, par exemple. Un chien qui a mal aux hanches, le relax, il va peut-être être compliqué à prendre. En fait, c'est plus au niveau des capacités physiques et de ses potentielles douleurs ou des choses comme ça, pour que ça soit agréable, évidemment, de A à Z pour lui de faire les entraînements. Oui, sinon, de toute façon, si on suit le principe du consentement, ça va pas marcher, en fait. Si on demande quelque chose de désagréable au chien. C'est ça. Parce que dans cette idée, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit clairement, mais le chien, en fait, on lui demande à aucun moment de venir prendre la position de manière explicite. Donc si le chien il a mal, il va naturellement être moins enclin à la prendre de lui-même cette position. Donc déjà, ça va ralentir potentiellement l'apprentissage et donc être contre-productif en soi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres limites à l'utilisation des soins coopératifs ? Les urgences.
Ouais, et ben justement, question suivante. Comment on fait dans l'urgence ? Si on a un chien qui est pas du tout préparé, ton roumain, quand il est arrivé chez toi, s'il lui était arrivé une griffe arrachée, un truc comme ça dans les premiers jours, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose ? Alors, si le chien est pas prêt, en effet, ça sert à rien d'essayer de mettre en place même le début d'approche, le début de méthode, parce que la douleur va forcément impacter plus sur la disponibilité de l'animal. Donc dans ces cas-là, je peux utiliser plus des exercices, des choses de détournement d'attention, pas vraiment sur de la solution pansement, du coup, potentiellement de la contention. Pareil, c'est des choses qui ont pu être emmenées un peu en amont, d'apprendre au chien à être un peu tenu, sans que ce soit la grosse... il faut que le chien ne se débatte pas, évidemment, on va pas aller au-dessus de son seuil de tolérance, mais de lui apprendre à être légèrement contenu, de lui apprendre... de déjà avoir pu mettre en place, comme je disais, le fait de manipuler les pattes, des choses un peu anodines, mais qui vont... le moment où on devra manipuler les pattes plus avec la douleur, ce sera un petit peu plus toléré. Donc s'il y avait eu une griffe arrachée, là j'aurais fait avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Donc j'aurais peut-être utilisé un peu de contention pour me protéger. Peut-être que j'aurais mis une muselière aussi. Si je voyais que potentiellement ça pouvait... j'étais pas sûre de ses réactions face à la douleur. Je ne savais pas jusqu'où était sa tolérance par rapport à ça à ce moment-là. Donc ça va être de protéger l'humain, le protéger lui aussi évidemment, et potentiellement utiliser des moyens pour détourner un peu l'attention, être à deux peut-être, du coup pour le faire, des choses comme ça. Voilà. Moi, je ne déconseille pas d'utiliser la contention, mais au contraire d'apprendre le chien à la tolérer, cette contention en amont. J'ai même une cliente où on a appris à la chienne à donner son accord pour être contentionnée, parce que c'était quelque chose qui n'était pas OK. On l'a mis en place comme ça progressivement pour qu'elle apprenne que le fait de se faire... encerclé par les bras, c'était OK, et voilà. Donc même ça peut s'apprendre avec une forme de consentement. Et le jour où on lui demandera pas son consentement pour la contention, pareil, c'est pas grave. C'est pour ça que je rebondis, quand on sait que le chien n'est pas prêt, ou alors que la douleur fera que même si le chien est prêt, on sait que ce sera trop compliqué pour lui de donner son accord, qu'il y a une urgence vitale. Là, on va pas attendre évidemment de mettre en place le truc, et voilà, on squeeze toutes les étapes et on lui propose pas le contexte de soins coopératifs, on passe direct, comme je disais, à contention ou des sédations, toutes ces choses là. Le danger, ça va pas être de passer directement à ça. Ça va être si par exemple on propose le contexte de soins coopératifs et que au milieu on se rend compte que ça marche pas et on revire de situation. Et on finit par contentionner le chien alors qu'il y a tous ces éléments qui d'habitude lui laissent le choix autour de lui. Là, on peut être un peu dans le buffet à l'envers un peu. Mais du coup, si on le met pas en place, il n'y a pas ce truc-là. Justement, on parlait de résilience. Il va y avoir cet effet que tout le travail mis en amont va avoir donné sur la confiance du chien en l'humain, en son humain au reste des humains et en lui, qui vont faire qu'il va mieux s'en remettre, entre guillemets. Par contre, si c'est pas une urgence vitale, qu'on veut essayer en soins coopératifs, parce qu'on se dit peut-être que ça peut passer, on peut essayer. Mais dans ce cas-là, si on n'arrive pas à aller au bout, potentiellement, on range tout, on laisse passer peut-être une petite heure et là, on reprend derrière avec un autre contexte et où là, il n'y a pas le choix. On peut même mettre des signaux de là, tu vas pas avoir le choix. Il y en a qui font ça, qui le disent avec un signal, quelque chose qui va dire là, tu vas pas avoir le choix, on va faire le son. Mettre un collier spécifique, par exemple, des choses comme ça, c'est ça ? Ouais, voilà, par exemple, ou même dans dans ce qu'on va lui dire ou comment on va le tenir. Le chien sait que là... OK, il n'y a pas de choix. Ouais. Mais effectivement, c'était très intéressant ce que tu disais. En fait, on part de plus loin si on n'a pas fait de soins coop et qu'on se retrouve à faire un soin en urgence potentiellement douloureux, que si on est dans une situation où on donne pas trop le choix, mais on a déjà fait des soins coop avant, et donc ensuite ce sera plus facile de reprendre sur ces soins coop et de redresser un peu la barre et de retravailler si on avait déjà commencé avant, en fait. C'est ça. Et ça ne veut pas dire que parce que la veille, vous avez contorsionné votre chien et vous lui avez obligé à faire quelque chose, que le lendemain, vous repartez de zéro sur une séance de soins coopératifs avec à peu près les mêmes manipulations. Le chien, il peut repartir du même point sans problème parce qu'il fera la différence de contexte. Ou alors peut-être que vous devrez reprendre une ou deux étapes, mais vous ne repartirez pas de zéro. Voilà. C'est un peu, j'aime bien l'image de on met de l'argent dans une tirelire et les fois où on doit... en dépenser. En dépenser, Des fois, les fois, on doit faire un retrait. Tant qu'on reste dans le vert, il n'y a pas de souci. Ouais. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais. Ça, c'est plus mon volet veto. La sédation, il faut pas hésiter. C'est vrai, quand l'animal est pas prêt, il est pas prêt. Et parfois, il vaut mieux, et je parle aussi aux vétos qui nous écoutent,
sédater rapidement, même si on n'a pas vraiment essayé grand-chose. Parfois, il vaut mieux même ne rien essayer, se dire je vois bien que ce chien-là, il sera pas ok pour faire des soins, et ben je vais sédater tout de suite et on retravaillera plus tard. Mais plutôt que d'essayer des choses et d'avoir un chien qui se retrouve complètement dans le rouge, qui se retrouve complètement traumatisé du veto, et après c'est beaucoup plus compliqué à rattraper. Donc voilà, la sédation peut être notre amie dans des cas de chiens qui sont pas du tout prêts à être soignés. Faut vraiment pas ni se culpabiliser, ni se dire que ça va être pire en sédatant. En fait, parfois, ça vaut vraiment mieux il vaut mieux une bonne sédation qu'une mauvaise contention. J'ai eu l'exemple même avec les chevaux, là comme ça justement, d'une véto qui a mis du temps à mettre la sédation suffisante pour les soins d'une jument, alors qu'elle voulait lui rajouter un tornet alors qu'elle était déjà à moitié sédatée. Et je lui ai dit, non, je préfère dans ce cas-là qu'elle soit complètement amorphe, mais qu'on arrête, alors qu'elle est à moitié consciente, d'ajouter cet objet pour la contentionner, quoi. Oui. Le tornet, pour les gens qui sont pas du milieu du cheval, c'est un outil qui sert à serrer très fort la lèvre supérieure, tordre le nez littéralement. Donc on serre très fort la lèvre supérieure du cheval dans une ficelle. Ça a un effet soi-disant calmant sur le cheval. En pratique, probablement qu'il y a une espèce d'effet de sidération avec un cheval qui n'ose plus bouger. Donc c'est pas des méthodes de contention douce. Les influx nerveux sont tellement intenses que en fait ça met le cerveau en bug général. Ouais. C'est ça. C'est horrible. C'est horrible. on ne souhaite ça à aucun cheval. Je voulais juste, moi, me permettre une petite intervention sur comment faire dans l'urgence. Oui. En disant, alors c'est peut-être pas une urgence, mais par exemple là, on est en train de faire une vidéo qui va sortir sur YouTube sur la mise du harnais, parce que on a fait un petit sondage sur Danse avec ton chien auprès des gens qui nous suivent, et 6 chiens sur 10 en fait sont hyper mal à l'aise avec la mise du harnais. Alors ils vont l'exprimer de manière différente, mais 6 chiens sur 10. Et donc on fait une vidéo là où on leur donne tout plein de conseils, et dans cette vidéo en fait c'est quelque chose qu'on dit aussi dans le livre, c'est vous n'allez pas, le temps d'apprendre à votre chien à mettre le harnais avec son consentement, vous n'allez pas arrêter d'aller le promener. Oui. Donc, vous pouvez utiliser du matériel différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... C'est un peu comme Sophie, elle parlait du contexte. Dans le contexte, il y a l'environnement, mais il y a aussi le matériel. Et vous pouvez avoir, par exemple, un harnais tout nouveau, tout neuf, d'une couleur très spéciale. Et ça sera le harnais pour le consentement, pour la mise tranquillou avec le consentement du chien. Et vous pouvez garder l'ancien harnais le temps que vous apprenez le consentement avec le nouveau harnais, et vous pouvez mettre l'ancien harnais dans un contexte complètement différent pour continuer à aller promener le chien en attendant que ça soit OK la mise du harnais. Bon, bien sûr, il faut privilégier des harnais ergonomiques, si possible avec un max d'ouverture, où il n'y ait pas forcément un passage de tête forcé et tout ça, et vraiment adapté au corps du chien. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que c'est pas de l'urgence, mais c'est quand même un besoin vital que de sortir son chien. Et il faut pas croire que tant qu'on n'a pas la bonne solution, on peut pas le faire. Et en fait, les chiens, ils ont beaucoup de mal à généraliser. On appelle ça la généralisation. Et du coup, quand on utilise des contextes différents et du matériel différent, pour eux, c'est différent. Pour eux, ça veut pas dire la même chose. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est pour dire que si vous avez des soins à faire à votre chien dans l'urgence, prenez un contexte différent avec du matériel différent et faites-le vraiment qu'il voit que c'est pas du tout le moment où on lui demande s'il est d'accord ou pas d'accord. Et ensuite, encore une fois, par rapport à mon expérience où j'ai bossé pendant 1 an dans un refuge et où j'ai dû accompagner des chiens chez le vétérinaire en urgence ou pas en urgence, mais en fait, le truc numéro 1 que tout humain devrait apprendre à son chien, c'est à mettre une muselière avec son consentement, d'une manière très fun et très ludique, parce que là, nous, on a eu affaire à des énormes chiens, très réactifs envers les vétérinaires notamment. Et je pense que la muselière a sauvé la vie de plusieurs personnes dans la clinique vétérinaire. Donc voilà, c'est quand Sophie elle disait il faut mettre les humains en sécurité et le chien en sécurité. La muselière, faut pas du tout voir ça comme un outil pour les méchants chiens, où il y a juste les méchants chiens qui vont mordre. En fait, la morsure, c'est parfois c'est assez incontrôlé chez le chien quand il est dans une situation de stress intense.
et qu'il a envie de se sortir d'une situation. Enfin voilà, c'est très naturel pour le chien de vouloir mordre. Donc la muselière, ça peut vraiment sauver des situations d'extrême urgence. Et votre vétérinaire vous remerciera d'être capable de museler votre chien et de pas le prendre non plus pour soi. Ça, je parle encore pour les vétos qui nous écoutent, mais je sais que beaucoup de gens le vivent très mal quand on sort la muselière et qu'on dit maintenant vous allez mettre une muselière. Donc voilà, vraiment les vétos vous remercieront si votre chien est entraîné à porter une muselière et que c'est pas quelque chose que ni lui ni vous ne vivez mal. Vraiment, c'est ce qui sauve une consultation et c'est ce qui sauve aussi votre relation avec votre vétérinaire aussi. Enfin voilà, vraiment, je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Julia. C'est hyper important d'avoir un chien qui tolère le port de la muselière. Et je rajouterais que pour les chiens qui sont stressés chez le vétérinaire, c'est important de la mettre en amont dans ces cas-là, d'aller chez le vétérinaire pour pour que ça soit fait de manière, comme on disait, avec le consentement et un peu de manière aussi ludique et cool, et qu'il n'y ait pas non plus d'association de l'outil juste chez le vétérinaire. Oui, ouais, au minimum sur le parking, mais moi c'est vrai que souvent je dis même avant de monter dans la voiture. Alors bien sûr, il faut que la muselière soit très confortable, on pourrait en parler longuement aussi, mais effectivement, avant d'arriver chez le vétérinaire, c'est super important, parce que y a fort à parier qu'un chien stressé ne voudra plus prendre les récompenses, ne voudra plus s'engager dans un exercice d'éducation une fois qu'il sera dans le contexte stressant. Donc oui, c'est très important. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter ? Ouais, moi je veux bien. Franchement, je suis trop émue d'être sur le podcast de Vétologie parce que c'est mon podcast préféré. Oh. Je sais pas si on regardera au montage, mais c'est cool. Et très chouette. J'ajouterais juste un truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. En me le refaisant dans la tête, je me suis dit, ça manque de nuances. Quand je disais qu'avec mon roumain, j'ai fait 3 séances pour apprendre la position, 3 séances pour l'apprentissage du coupe-griffe. Entre les deux, évidemment, il y a eu plusieurs séances pour apprendre à pouvoir se faire manipuler les pattes, à être OK avec... à comprendre le concept aussi de choix, de quand est-ce que j'arrête de toucher, quand est-ce que je recommence. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il y a entre le moment où on apprend la position de consentement et le moment où on intègre l'outil du soin et le soin en tant que tel, il y a aussi des étapes alternatives entre les deux qui permettent de pouvoir manipuler les zones qui sont en jeu dans le soin et que le chien comprenne tout simplement aussi comment lui va agir sur ce soin, justement, de lui faire comprendre sa place d'acteur dans le soin. Ça peut prendre du temps pour certains chiens parce que s'ils n'ont pas eu l'habitude jusque-là d'avoir le choix, même si sans le... Enfin voilà, on fait pas exprès des fois de pas laisser le choix au chien. Hein, c'est pas négatif de la manière dont je le dis, mais voilà. Du coup, il y a une forme d'apprentissage qui se met en place aussi là-dessus. Oui. Donc ça peut être long et c'est pour le coup relativement indépendant de l'entraîneur. Il y a aussi le temps pour le chien d'intégrer des nouvelles notions. Qui est souvent incompressible et qui peut être très frustrant d'ailleurs. Ça. Et je suis très heureuse aussi d'être sur ce podcast que j'aime beaucoup. Trop cool. Donc pour conclure, je vais poser la petite question pour le concours. Donc sachez que Julia et Sophie vérifieront vos réponses. Je les ferai contrôler. Et donc pour gagner le livre de Julia et Sophie, on aimerait que vous nous récapituliez les prérequis d'un soin coopératif, donc quelles sont les choses à mettre en place avant de se lancer dans le soin. Voilà, et donc je le redis, les bonnes réponses seront tirées au sort et il y aura 2 livres à gagner. Pour conclure cet épisode, Julia, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux ? Alors, je suis très active sur la création de contenu et les réseaux sociaux. Donc, pour tout ce qui concerne éducation positive, dog dancing, soins coopératifs, ça sera sur Danse avec ton chien. On anime avec Pauline de Barba et Margot Labarthe un podcast. Et donc là, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram et sur toutes les plateformes d'écoute au nom de Madame a du chien, un podcast féministe qui parle de la place des animaux dans notre société. Et enfin, et depuis très peu de temps, je suis la présidente d'une association de prévention et de protection animale qui s'appelle Esmavuda, E-S-M-A-V-U-D-A, qui veut dire émotion en gascon. Et donc, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook. Génial, merci. Et Sophie ? Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur Animapèse, anime/apèse sur Instagram et aussi sur Facebook.
Donc j'accompagne en ligne pour les soins coopératifs. Il n'y a pas de souci pour me contacter pour de l'accompagnement, même si vous êtes à l'autre bout de la France ou même aux États-Unis. J'en ai une qui est aux États-Unis, donc il n'y a pas de souci de limite géographique. Voilà. Et sinon, je suis située sur Nantes pour celles que ça peut intéresser d'être accompagnée en présentiel plus. Voilà, ça peut être plus facile, je sais, pour certains. Et vous pouvez retrouver notre livre en vente sur le site de Danse avec ton chien. Eh bien, il me reste à vous remercier, Julia et Sophie. Vraiment, merci beaucoup pour cet épisode. C'était très enrichissant et j'espère que ça va inspirer plein de vocations de soins coopératifs et qu'on va avoir plein de chiens qui seront soignés plus facilement grâce à vous et grâce à cet épisode. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et vous pouvez nous poser toutes vos questions et nous envoyer vos témoignages sur notre compte Instagram Vetologie ou par mail vetologie.podcast@gmail.com. Merci et à bientôt.